Ça y est, Mika Galvao, il a enfin annoncé, Joe Goris aussi, qu'il n'acceptait pas la proposition de Craig Jones et qu'en fait, ils allaient combattre à la DCC. Donc je pense que c'est quand même un coup dur pour Craig Jones. On voit beaucoup tous ceux qui s'inscrivent à son événement. Mais en vrai, les trois grandes stars du milieu euh, pour lesquelles les gens se déplacent vraiment, que ce soit dans les gymnases ou que ce soit pour aller les voir, bah, c'est Mika Galvao, Meregali et Gordon Ryan. Il y a aussi Craig Jones, mais Craig Jones combat pas de l'autre côté où ouais, il va faire son combat enfin, je comprends pas tellement face à Gabi Garcia. Après, il disait qu'il voulait peut-être faire un deuxième. Mais bon, alors attention, je suis pas du tout contre. C'est juste que, encore une fois, je trouve ça dommage qu'il fasse ça le même jour que la DCC, juste pour faire couler. Ou en vrai, encore une fois, c'est nous qui sommes perdants. Et donc voilà, c'était hier soir, un peu tard, je ne pouvais pas faire une vidéo, mais Mika Galvao a donc enfin annoncé qu'il allait participer à la DCC parce que bah, cette année, il était plus focus sur le fait de construire son nom ou ce qu'il va, enfin les titres, d'essayer d'avoir des titres et de faire cette année comment on appelle ça, le Super Grand Slam. Qu'est-ce que c'est que le Super Grand Slam? Donc, vous avez le Grand Slam. Le Grand Slam, c'est gagner toutes les compètes les plus importantes en kimono. Donc vous avez les Panam, les Mondes, les Brasileiros et les Europes. 4 compétitions très importantes qui sont entre janvier et juin. Et le Super Grand Slam, c'est donc en août et c'est de gagner l'ADCC. Donc s'il gagne, donc là il a déjà gagné les 4 premières compétitions, donc il a fait le Grand Slam. Et pour faire le Super Grand Slam, il faut qu'il gagne l'ADCC. Et du coup, alors je sais pas combien de personnes, je me rappelle plus exactement combien de personnes l'ont fait. Le seul souvenir que j'ai, bah, c'est Cobrinha qui a fait ça. Mais je suis pas sûr qu'il y ait une autre personne. N'hésitez pas à me dire si vous le savez, mettez-moi ça dans les commentaires. Mais il me semble qu'il y a que Cobrinha qui a réussi à le faire. Donc ça sera, quoi qu'il arrive, une énorme performance. Et puis en vrai, peu importe. Enfin, dites-moi aussi ce que vous en pensez de ça, de se dire, ah, j'ai gagné une compétition, mais tout le monde n'était pas là. C'est vrai que moi, au début, quand je faisais mes compétitions en France, essentiellement, en France ou en Europe, que je gagnais la compétition et que bah, il manquait quelques têtes, bah, c'est vrai que j'étais un peu déçu et ça enlevait un certain plaisir à gagner cette compétition-là. Mais en vrai, aujourd'hui, je me dis que, en fait, on s'en fout parce que quoi qu'il arrive, bah, peut-être la personne, en fait, elle est blessée, peut-être la personne, bah, voilà, elle n'était pas apte à combattre ce jour-là parce que, bah, je sais pas, vacances ou autre. Donc en vrai, il faut pas oublier que quand on arrive en compétition, bah déjà c'est déjà une victoire en fait. Et pourquoi c'est déjà une victoire? Bah parce que bah je sais pas, vous arrivez à vous nourrir, vous avez un toit. euh, En général, vous avez apporté à manger à votre famille. Il n'y a pas la guerre dans votre pays. Il y a tous ces petits trucs là en fait. Après oui, alors il y a toujours des exceptions. Vous allez me dire ah mais si regarde lui il mange pas beaucoup et puis bon bref. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, déjà d'aller en compétition, c'est déjà une victoire parce que c'est toute une organisation en amont et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. On peut avoir voilà, une blessure, des problèmes dans la tête, on peut avoir perdu un membre de notre famille. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'il faut surpasser en fait pour pouvoir aller en compétition. Donc le fait d'être déjà à la compétition, c'est déjà une victoire. Et puis en fait, bah, peu importe qui est déjà là, parce qu'en vrai, bah, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont réussi à vaincre tous ces obstacles pour être présents. Donc, c'est quoi qu'il arrive, si je gagne cette compétition, ça va pas enlever, même s'il manque quelqu'un, ça va pas enlever de la valeur à ma victoire. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, je pense comme ça. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez un peu de ça et de cette vision-là. Parce qu'apparemment, il y a des bruits de couloir comme quoi Cade Ruotolo ne va pas faire la DCC et il va aller faire le Craig Jones Invitational. Alors, ça, c'était avant que Mika il se place et qu'il dise qu'il allait faire la DCC. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense qu'il n'a pas trop d'intérêt à aller faire la DCC, à part... franchement, s'il va faire la DCC, bah, l'événement de Craig Jones, ce ne sera pas du tout le même. Ne pas avoir les deux finalistes de la DCC de l'édition précédente. Et en vrai, tout le monde veut voir la revanche entre Mika Galvao et Cade Ruotolo. On veut voir cette revanche. On n'a pas eu ce combat, on n'a pas eu cette revanche. D'ailleurs, pourquoi? Parce que Mika Galvao, en fait, il est complètement bloqué avec Flow Grappling et il ne peut pas combattre dans d'autres événements que Flow Grappling.
Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu aller au One pour combattre face à Keith Ruotolo. Et quand on regarde la carrière de Keith Ruotolo, comment elle s'est accélérée depuis qu'il a gagné la DCC, c'est quand même incroyable. Et c'est là où on voit que l'ADCC, c'est un vrai accélérateur de carrière. Derrière, il combat au One, il fait très souvent les bonus. Alors, ce qu'on me disait aussi, c'était que c'est Chantry, je crois, le boss de là-bas. En fait, pour garder les mecs du grappling, en tout cas les plus grands noms et ceux qui rapportent la meilleure visibilité, bah, c'est de régulièrement leur donner les bonus de la soirée, qui est un billet de 50 000 $. Alors, pour tous ceux qui disent que dans le grappling, il n'y a pas d'argent, bah, y a de l'argent. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'il est. Et pareil, alors, ouais, mais en MMA, il y en a quand même beaucoup. Bien évidemment qu'il y a plus d'argent dans le MMA, mais quand même, le grappling, pour être un sport qui est quand même pas si visuel que ça et un peu difficile à comprendre quand on ne connaît pas, eh bien, ça reste quand même un sport où on peut gagner de l'argent. Par exemple, moi à l'ADXC, bon, c'est pas grand-chose, hein, d'accord, mais franchement, ça fait plaisir. J'ai 38 ans, ça faisait un moment... Enfin, je gagne pas beaucoup de compètes ces derniers temps. Ça fait un moment, ça fait que depuis un an que j'ai repris la compétition. Ils m'ont proposé 2500 dollars pardon, pour me présenter, pour combattre, et 2500 $ en plus si je gagnais. Plus de ça, ils payaient les 2 billets, plus la nourriture, plus l'hôtel. Enfin, voilà, c'est quand même beau pour notre sport. Vous allez dire, ah, mais en MMA et tout. MMA, c'est une autre histoire et ça fait déjà un moment qu'il y a ce côté spectacle qui veut être développé et qui est développé, et ce côté aussi trash talk et tout qui ramène vraiment le grand public. Nous, c'est nouveau chez nous et ça va arriver. J'en suis persuadé parce que les gérants, enfin les boss du MMA, tous ceux qui ont des événements, ils sont aussi fans du grappling, du jiu-jitsu brésilien, de lutte à livrer, et je pense qu'ils ont aussi envie de développer ce côté-là. Tout comme avec la DCC, tout comme ceux qui sont de la DXC, qui sont toute l'équipe de l'AJP, AJP, je l'ai dit en portugais, l'AJP, qui est aussi une autre fédération de jiu-jitsu brésilien des Émirats arabes. Et donc c'est tout un groupe en fait qui propose des événements de MMA, des événements de grappling et des événements et des compétitions de jiu-jitsu brésilien et événements aussi de jiu-jitsu brésilien. Donc où est-ce que je voulais en venir? Ouais, du coup, il y a quand même de l'argent. Et aussi, l'autre truc aussi que je veux dire, c'est que, pour répondre un peu à tous ceux qui m'ont répondu dans les commentaires, c'est que quand je dis qu'il y a de l'argent, c'est que notre sport, il donne la possibilité à celui qui veut en vivre, d'en vivre. Est-ce que vous connaissez beaucoup de sports de combat où vous pouvez aussi bien donner des cours particuliers dès la ceinture bleue, ceinture violette? Vous pouvez être un peu une star aussi en tant que ceinture bleue, ceinture violette. Donc pour moi, c'est amateur, même si ça peut être professionnel dans leur façon de s'entraîner. Ça reste quand même amateur de par le niveau, pas leur niveau eux-mêmes, mais le niveau dans lequel ils combattent. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr que certaines ceintures bleues vont battre des ceintures noires. Bien sûr que c'est... mais c'est pas ça que je veux dire. Juste pour bien expliquer et bien reprendre mes propos là-dessus. C'est que ils sont malgré tout amateurs et que le côté professionnel commence à la ceinture noire et c'est les ceintures noires adultes. Bien évidemment qu'il y a des gens qui sont professionnels dans leur façon de s'entraîner. Bien évidemment qu'il y a des gens aussi qui sont professionnels parce qu'ils gagnent de l'argent. Mais le niveau professionnel, c'est comme en boxe, il y a un niveau amateur et il y a le niveau professionnel. C'est un peu pareil pour moi. Après, moi, je vois ça comme ça. Peut-être que vous ne voyez pas ça de la même façon, mais je vois un peu ça comme ça. Et en fait, c'est juste pour dire que à tous ces jeunes qui sont en ceinture bleue, violette, marron, de garder à l'esprit que l'objectif, c'est en noir, c'est pas là. Et que là, ils sont en train de construire leur CV et ils sont en train de construire leur carrière et de se préparer pour la ceinture noire. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette vision-là pour qu'on ait un jour des champions adultes ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Après, bien évidemment, en grappling, donc sans kimono, il y a beaucoup plus ce côté spectacle et du coup, on peut gravir les échelons plus rapidement. Okay, on peut se faire connaître un peu plus, mais parce qu'il y a déjà des compétitions qui sont orientées spectacle, comme la DCC par exemple, qui nous permettent de nous faire connaître, même si peut-être on ne sera jamais champion du monde en ceinture bleue même à la DCC, à l'IBJJF, qui est la Fédération internationale du jiu-jitsu brésilien. Et en Europe,
Moi, quand j'avais gagné la première sélection ADCC en 2007, j'étais ceinture bleue, par exemple. Je venais tout juste de passer ceinture bleue et j'ai gagné. J'ai battu des ceintures noires, j'ai battu des mecs qui étaient plus expérimentés que moi en me présentant à l'ADCC après, c'était quoi, 4 ou 5 combats. 4 ou 5 combats en moins de 66 kilos et à l'époque, c'était pesé la veille. Et moi, je ne savais pas du tout faire un régime. Bon, j'en avais fait quelques-uns, mais c'était pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de nutritionniste qui pouvait nous. Je suis allé voir des nutritionnistes. Ils me disaient, je vous disais, je veux descendre de 73 kilos à 66 la veille de la compétition. Comment ça se passe? Ah non, mais c'est impossible et tout. Combattez dans la catégorie du dessus. Oui, d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de gens qui s'y connaissent et donc c'est possible. Et pour en revenir à Cade Ruotolo face à Mika Galvao, donc voilà, c'est la grande question, c'est est-ce que Cade va combattre à la DCC ou chez Craig Jones? Apparemment, ce qu'ils veulent faire, c'est Cade Ruotolo chez Craig Jones et son frère, j'ai oublié son prénom, l'autre Ruotolo, Tai Ruotolo va combattre à la DCC apparemment, donc dans la catégorie de Mika, j'imagine. Et donc ce serait beau parce que ça voudrait dire que Tai Ruotolo va essayer de gagner la DCC en moins de 77 pendant que son frère serait chez Craig Jones. Et donc ce serait beau, encore plus beau, si Cade est à la DCC, c'est top, mais quoi qu'il arrive, si Tai vient à la DCC, ça fait quand même un truc en finale où si Mika bat Tai Ruotolo, il y aura une sorte de revanche à vouloir encore plus avec Cade Ruotolo, il y aurait toute une histoire. Donc je trouve que c'est intéressant, mais est-ce que ce combat va avoir lieu, sachant que Cade Ruotolo vient de commencer sa carrière en MMA avec son premier combat professionnel au One FC. Donc est-ce qu'il va continuer et est-ce qu'au final il va pas se dire à quoi ça sert d'aller remettre cette victoire en jeu face à Mika Galvao? Voilà, je sais pas si c'est un vrai intérêt pour lui à part le côté vraiment sportif puis de se mettre des défis quoi. Mais voilà, en tout cas je sais que Mika, à chaque fois que je veux un peu l'embêter ou quoi, j'ai juste à dire le nom Ruotolo et je peux vous dire que ses yeux ils changent et qu'il tourne plus du tout de la même façon après et qu'il a envie de vous arracher un bras. Donc voilà, on a hâte, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et franchement, le Mika d'aujourd'hui, on se rend pas bien compte, mais il a rien à voir avec le Mika d'il y a 2 ans. Et je pense vraiment que cette défaite face à Cade Ruotolo et cette façon dont il s'est fait retirer aussi son titre de champion du monde il y a 2 ans, eh bien, je pense que ça l'a rendu un super-héros, quoi. Vraiment. Là, on est à 9 semaines de la DCC. Donc là, il est parti quelques jours en vacances avant de commencer son camp à DCC. Et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. Malheureusement, moi, c'est les vacances scolaires pour mes enfants. Donc malheureusement. Et ça va être sympa parce qu'on va pouvoir très certainement se voir. Je viens en France pendant un mois où je vais faire une petite tournée de stage. Je ne sais pas si vous avez vu ça. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Il reste quelques places sur quelques dates. Je vais faire Paris, Saint-Étienne, Toulon, Menton, Genève, Reims. Et voilà, et après je reviens à Paris. Donc n'hésitez pas, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, peut-être tourner ensemble, en tout cas échanger lutte à livrer, et puis peut-être sur d'autres sujets. Mais en tout cas, voilà, c'est dommage, je ne vais pas pouvoir faire la toute première partie du camp d'entraînement pour la DCC. Donc je vais revenir de France, je vais essayer de m'entraîner du mieux que je peux, parce que je vais participer à l'Open ADCC la veille de la DCC. Voilà, je vais les accompagner en fait la dernière semaine avant la DCC, je vais les accompagner là-bas. Donc avant ça, je vais faire les 3 dernières semaines de camp avec eux au Brésil. Donc je vais arriver, eux ils seront en pleine bourre. Je vais avoir du mal, je pense, à prendre le rythme, mais on va faire du mieux qu'on peut. Et derrière, on part une semaine avant la DCC, on termine le camp là-bas, et moi je ferai l'Open ADCC. Donc je pense en moins de 76 kilos. Après, je sais pas, mon poids, je suis à 77 kilos, donc peut-être dans la catégorie encore en dessous, peut-être, on verra, parce que c'est pesé la veille. Mais en tout cas, je suis très très excité par ça, parce que ça va être, je vais combattre en adulte et en master. C'est ça qui est sympa aussi avec la DCC, sur les Open, c'est qu'on peut combattre en adulte, donc moins de 35 ans, ou peu importe, en fait, c'est tout le monde. Ceux qui veulent y aller, ils y vont, en expert. Et plus de 35 ans. Donc quoi qu'il arrive, c'est top, j'ai au moins 2 combats. Je pourrais aussi m'inscrire en absolute, mais franchement, les quelques fois que j'ai fait l'absolute, à chaque fois que je perds, c'était face à des mecs qui faisaient plus de 90 kilos et des brutes épaisses.
Donc voilà, j'ai 38 ans, j'ai pas envie de me blesser. Et c'est vrai que là, c'est cool. La DCC, du coup, quoi qu'il arrive, je fais 2 combats et ça, c'est top. Parce que partir jusqu'aux États-Unis, à Las Vegas, bon, là, il y a la DCC mondiale après, donc c'est top. Mais aller jusque là-bas, faire une compète, perdre au premier, faire un combat et perdre au premier tour, ouais. Genre le combat que j'ai fait face à Geo Martinez, je vais à Las Vegas, je fais ce combat-là, 30 secondes, je rentre à la maison. Voilà, 3000 € à dépenser, c'est un peu galère. Voilà, et puis il y a Diogoris aussi qui a donc annoncé qu'il participerait bien évidemment à la DCC. Il y a aussi ce truc-là, c'est que ils ont décidé tous ensemble de participer à la DCC bon, pour beaucoup de raisons, et l'une d'entre elles, bah, celle que je vous ai dit pour Mika, mais aussi il y a celle où bah, il y aura tous les juvéniles, donc tous les ados de chez Melki qui ont été sélectionnés pour combattre sur la compétition, la veille aussi de la DCC pour les ados. On a Caleb, on a David, on a, je crois, ils sont 4-5 à combattre, à avoir été sélectionnés. Donc ça, c'est top aussi. Un super truc de la DCC. Et il y a aussi Kaouin qui combat dans la catégorie de Diogo. Et Aurélie aussi qui va combattre. Donc il va faire aussi sa préparation chez Mika Galvao là, avec Melki. Et qui sera là, donc une Française qui va combattre à la DCC. C'est notre seule Française. Enfin, seule Française et Français qui va combattre sur la DCC. Donc ça va être top aussi de voir ça. Voilà, et pareil, bah, chez les filles, on va voir ce que ça va donner. Sachant que maintenant, il y a 3 catégories. On va voir comment ça va se dispatcher. Il y a aussi, c'est la nouveauté, il y a aussi l'absolute maintenant. Donc voilà, il y a Fion Davis qui est parti de l'autre côté. Pour l'instant, on n'a pas vu d'autres filles qui étaient parties de l'autre côté. Je pense que pour les filles, franchement, ça doit être plus intéressant de faire la DCC. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je sais pas pourquoi Fion Davis, elle est partie là-bas. Elle est absolument là, oui, je veux combattre pour que les filles aient plus d'argent et tout. Mais en vrai, comment amener plus d'argent, c'est pas en râlant, en étant dans la rue, je veux plus d'argent. Non, c'est en fait avoir des réseaux sociaux solides, avoir une vraie audience avec nous. Derrière, bah, il faut combattre d'une façon spectaculaire qui donne envie de regarder, comme Mika Galvao, comme Diogoré sur un point plus technique. Il faut connaître un peu plus pour vraiment apprécier son jeu. Voilà, comme J-Rod, comme Craig Jones, comme Meregali, comme Gordon Ryan. C'est des gens qu'on a vraiment envie de regarder. Et en vrai, peu importe si on connaît vraiment ou pas le combat au sol, ça donne envie de regarder. Et voilà, et donc je pense que chez les filles, il manque ça. Et je trouve qu'à une époque, il y avait ça. Et malheureusement, ce n'était pas le bon moment. Mais on avait Mackenzie Dern et Michelle Nicolini. Ces 2 filles-là, elles étaient vraiment très agréables à regarder combattre et très spectaculaires. Vraiment aller chercher la soumission à tout prix, à partir de n'importe quelle position. Elles étaient vraiment top. Mais malheureusement, je pense qu'elles étaient en avance sur leur temps. Si c'était aujourd'hui, ça aurait vraiment aidé, je pense, les filles à avancer et à se faire beaucoup plus connaître. On espère Aurélie, notre représentante française, qui dégage quand même quelque chose, qui force, caractère et technicité. Donc voilà, on espère vraiment des beaux combats où ça va la faire vraiment exploser et se faire connaître un peu plus du grand public. Donc en tout cas, moi je serai là-bas sur place pour la supporter et être là à crier son nom dans le public. Est-ce qu'il y en a qui viennent à la DCC? N'hésitez pas aussi à mettre dans la description, ça peut être sympa si on se retrouve tous là-bas à Las Vegas. On peut se faire une petite soirée, on peut regarder la DCC ensemble. Ça peut être vraiment vraiment sympa. Je sais qu'il y en a quelques-uns du NR Fight qui viennent. Bah, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et puis pourquoi pas se faire un petit groupe WhatsApp où on passerait un petit moment ensemble là-bas. Ça peut être vraiment vraiment sympa. Voilà, merci à tous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, mettez ça dans les commentaires. Moi, j'essaie de vous tenir un petit peu au courant de l'actualité. J'ai vu que ça vous plaisait, donc on va continuer dans cette direction. Merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!